c'est le troisième et dernier chapitre de ce module. Donc, chapitre 3, les acides carboxyliques et dérivés. Alors, quand on parle d'acide carboxylique, on fait appel au groupement carboxyle. Alors, le groupement carboxyle, c'est CO2H qui caractérise les acides carboxyliques. Donc, si vous prenez le groupement carboxylique, c'est-à-dire COOH, c'est-à-dire j'ai un carbonyle, le groupement carbonyle, et le groupement hydroxyle. L'association de ces deux groupements va, c'est-à-dire le groupement carbonyle et le groupement hydroxyle, va donner un nouveau groupement qui est le groupement carboxylique CO2H, qui n'a rien à voir avec les propriétés qu'on a vues du groupement carbonyle, par exemple dans le cas des aldéhydes et des cétones, et du groupement hydroxyle, par exemple dans le cas des alcools. Donc, les propriétés de ce groupement carboxyle est totalement différente des propriétés du groupement carbonyle et hydroxyle. Donc, on a un nouveau groupement qui n'a rien à voir avec les propriétés du groupement carbonyle et du groupement hydroxyle. Alors, les acides carboxyliques, ils sont très présents dans la nature sous forme d'acides gras, donc tout ce qui est lipides, c'est-à-dire les huiles, les graisses, etc., les protéines, les acides aminés, et aussi dans la chimie industrielle. Alors, je vais vous donner deux exemples. Par exemple, le vinaigre qu'on utilise dans nos cuisines, c'est quoi? C'est l'acide acétique. Donc, le vinaigre, c'est l'acide acétique. Et aussi, un médicament très utilisé, c'est l'acide acétylsalicylique, connu sous le nom de aspirine. Alors, d'où vient l'acide acétylsalicylique? Il provient de l'acide acétyl ou bien l'acide 2-hydroxybenzoïque par une réaction d'estérification. Donc, j'ai l'alcool plus l'anhydride, c'est-à-dire plus l'acide ou bien le dérivé de l'acide, dans notre cas, c'est l'anhydride, qui donne l'ester. Alors, cette réaction, on va l'utiliser en détail quand on verra la synthèse des esters. Donc là, normalement, on peut utiliser l'acide acétique, c'est-à-dire CH3COH, mais on a utilisé un dérivé de l'acide acétique, c'est-à-dire l'anhydride acétique, pour avoir l'aspirine. Pourquoi? Parce que si vous utilisez l'acide acétique, CH3COH, vous aurez l'aspirine avec un rendement faible. Par contre, si vous utilisez un dérivé de l'acide acétique, c'est-à-dire l'anhydride acétique, vous aurez un très très bon rendement en aspirine. Donc là, il s'agit d'une réaction d'acétylation. Donc, vous passez du groupement OH au groupement ester par fixation du groupement acétyl CH3CO. Donc, il s'agit ici d'une réaction d'estérification qu'on va étudier en détail dans ce chapitre. Bien. Alors, la nomenclature, elle est facile, puisque la fonction acide est toujours prioritaire. Donc, si dans une molécule, vous avez 3 ou 4 fonctions, alors s'il y a la fonction acide, on est sûr, ou bien je sais que cette fonction est prioritaire.
Donc, vous commencez par écrire acide et vous ajoutez la terminaison oïque pour indiquer qu'il s'agit de l'acide. Par exemple, si je prends cet exemple, alors là, vous avez la fonction acide, vous avez deux, donc acide, vous commencez par écrire acide, vous avez deux atomes de carbone, donc éthane, et vous ajoutez la terminaison oïque, donc acide éthanoïque, ou bien très connu sous le nom d'acide acétique. Là, pareil, vous avez 1, 2, 3, 4 atomes de carbone, plus fonction acide, donc vous commencez par écrire acide, et 4 atomes de carbone, c'est butane, et la terminaison OIque. Bon, là, c'est la même chose, mais avec la double liaison. Donc, vous numérotez la chaîne principale à partir de la fonction principale qui est l'acide, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5. Donc, la double liaison est située sur le carbone 2, donc acide, 3 méthyle et pentène 2, N pour indiquer la double liaison et OIque. Pour les acides cycliques, on utilise le terme carboxylique pour la fonction acide. Donc là, par exemple, vous avez le benzène plus la fonction acide qui est fixée sur le cycle. Donc, puisqu'elle est fixée sur le cycle, vous utilisez le terme carboxylique. Donc là, c'est acide, benzène, carboxylique. C'est pareil, vous avez le cyclohexane plus l'acide qui est attaché au cyclohexane, donc acide, cyclohexane, et puisqu'il s'agit de groupement acide qui est fixé à un cycle, vous ajoutez le terme carboxylique. Alors pour les ions carboxylates, alors les ions carboxylates, c'est quoi? C'est la base conjuguée de l'acide carboxylique. Par exemple, si vous prenez l'acide acétique, CH3COH, si vous le traitez par une base, par NaOH, il vous donne CH3CO au moins Na+. C'est-à-dire la base conjuguée de l'acide acétique. Pour la nomenclature, donc là, on parle d'ion carboxylate, donc vous ajoutez la terminaison ate. Donc là, CH3COH, c'était l'acide acétique, puisque c'est un ion carboxylate, ça devient acétate de quoi? De sodium. Là, l'acide, c'était l'acide cyclohexane carboxylique. Alors, puisque c'est un carboxylate, donc on va y dire cyclohexane carboxylate de sodium. Donc, les ions carboxylates, c'est la base conjuguée des acides carboxyliques. Pour les diacides carboxyliques saturés, on va utiliser cette nomenclature. Donc là, si vous prenez le diacide le plus élémentaire, c'est-à-dire le premier diacide que je peux avoir, donc vous avez deux atomes de carbone, donc éthane, et vous avez deux fonctions acides, donc vous commencez par écrire acide, et puisque vous avez deux fonctions acides, donc dioïque, donc acide, éthane, dioïque. Et cet acide est très connu sous le nom de l'acide oxalique. Alors pareil, si vous avez trois atomes de carbone, ça devient l'acide malonique. 4 atomes, c'est l'acide succinique. 5 atomes, c'est l'acide glutarique. Et 6 atomes, 1, 2, 3,
4, 5, 6, c'est l'acide adipique. Ou bien vous utilisez le terme de la nomenclature. Donc, dans ce cas, vous avez 6 atomes de carbone, plus la fonction acide, donc c'est acide. 6 atomes de carbone, c'est hexa, et 2 fonctions acides, donc hexane dioïque. Mais la nomenclature la plus utilisée, c'est celle de l'acide oxalique, malonique, succinique, glutarique et adipique. Donc ça, c'est la nomenclature des diacides saturés. On va s'en servir de ces diacides dans la suite de ce chapitre. Alors, les propriétés physiques. Donc, puisque dans les acides, vous avez le groupement hydroxyle, donc on va avoir des liaisons hydrogènes comme dans le cas des alcools. Alors, c'est quoi une liaison hydrogène? Alors, une liaison hydrogène, c'est une liaison qui va s'établir entre un hydrogène, donc entre un hydrogène qui est lié par covalence, c'est-à-dire par une liaison de covalence, à un atome qui est très électronégatif. Donc cet hydrogène est lié à un atome d'oxygène qui est très électronégatif. Ou bien, par exemple, un atome de fluor, ou bien de l'azote. Et donc vous avez cet hydrogène qui est lié à un atome A très électronégatif, et au voisinage, vous avez un atome B qui est très électronégatif et qui porte des doublés libres non liants. Donc, si vous faites la répartition de la densité électronique au niveau de cette liaison, OH, puisque l'atome A, qui est l'oxygène ici, est très électronégatif, donc cette liaison elle est polarisée. C'est-à-dire que les électrons sont attirés vers l'oxygène. Donc, l'hydrogène, c'est un site qui est déficient en densité électronique, du fait que vous avez ici l'oxygène qui a attiré vers lui les électrons de cette liaison. D'où la charge effective delta plus. Cet oxygène, du fait qu'il a attiré vers lui les électrons de la liaison OH, est un site qui est riche en densité électronique, d'où la charge effective delta moins. Donc là, vous avez une charge négative et une charge positive, donc il va s'établir une liaison entre cet hydrogène et cet oxygène. Cette liaison va s'établir par le doublet libre de l'oxygène. Donc, cette liaison, on l'appelle une liaison hydrogène. Donc, il faut retenir que cette liaison n'est pas comme une liaison de covalence. D'accord? Donc, c'est une liaison qui est faible. Donc, il ne s'agit pas d'une liaison à proprement parler. D'accord? Donc, c'est comme une sorte d'attraction électrostatique et électrique entre cet atome et cet atome. Et on le désigne par le nom de pont hydrogène pour montrer qu'il s'agit d'une liaison qui est faible. Bien. Revenons à nos acides. Donc, si vous prenez ces deux molécules d'acide, alors qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez que cet hydrogène est lié à un atome qui est plus électronégatif, et au voisinage, vous avez un atome plus électronégatif. Donc, la liaison va s'établir par ce doublet libre avec l'hydrogène. Et en même temps, l'hydrogène de cet acide va établir la même liaison avec un autre acide.
Donc, vous constatez que l'hydrogène, que l'acide peut à la fois être donneur de liaison hydrogène et en même temps accepteur de liaison hydrogène. Donc, c'est pour cette raison que ces acides vont se présenter sous forme de dimères. Donc, vous avez non pas une molécule qui va évoluer toute seule, non, vous avez deux molécules qui sont attachées. Donc, ils sont sous forme de dimères. D'accord? Et chaque fois qu'on parle de liaison hydrogène, alors s'il s'agit d'un composé liquide, eh bien la température d'ébullition va être grande. S'il s'agit d'un solide, la température de fusion va être grande. Donc, les acides, normalement, ils sont liquides jusqu'à C10, c'est-à-dire si vous avez un nombre d'atomes de carbone inférieur à 10, eh bien l'acide est liquide. Alors cet acide va présenter une température d'ébullition élevée par rapport à l'alcane correspondant. Pourquoi? Parce que, comme on a vu dans le chapitre des amines, eh bien, la liaison hydrogène entraîne une température d'ébullition qui est élevée parce qu'il faut chauffer pour casser cette liaison hydrogène et libérer les molécules des amines ou bien des alcools. Donc, dans ce cas, par exemple, dans le cas des acides, si vous avez moins de 10 atomes de carbone dans un acide, eh bien, cet acide, il va se présenter à l'état liquide et il va présenter des liaisons hydrogènes et la température d'ébullition va être élevée. Dans le cas où il s'agit, donc, c'est-à-dire dans le cas où j'ai plus de 10 atomes de carbone dans la molécule, eh bien, dans ce cas, le composé acide est solide. Alors, je vais prendre ces deux isomères, l'acide maléique et l'acide fumarique. Alors, l'acide maléique, vous avez les deux groupements acides qui sont du même côté par rapport à leur double liaison. Et fumarique, vous avez les deux groupements acides qui sont de part et d'autre de la double liaison. Donc là, vous avez deux isomères géométriques. Là, on parle de S6. Bon, S6, ça veut dire que c'est par rapport à cette double liaison. Ils sont en 6. Et S-trans, c'est-à-dire par rapport à cette double liaison, ils sont en trans. Donc là, vous avez deux isomères géométriques qui ont des propriétés physiques différentes. Alors, qu'est-ce que je constate? Je constate que l'acide maléique, il a une température de fusion de 138 degrés. Et fumarique, il a une température de 287 degrés. Alors, comment expliquer cette grande différence des températures d'ébullition? Bien, tout simplement, du fait que ici, vous avez les deux OH qui sont en 6, donc vous aurez une liaison hydrogène qui est intramoléculaire, c'est-à-dire à l'intérieur de la molécule. Donc ici, il est intramoléculaire. Du fait que dans l'acide fumarique, les deux groupements acides sont de part et d'autre, donc vous ne pouvez pas avoir des liaisons hydrogènes intramoléculaires. Pourquoi? Parce qu'ils sont très éloignés, les deux groupements sont très éloignés l'un de l'autre. Alors que ici, ils sont du même côté, donc ils sont très proches, et il est possible d'établir cette liaison hydrogène à l'intérieur de la molécule. Ici, il est impossible de l'établir puisque les deux groupements sont éloignés l'un de l'autre.
Donc, dans ce cas, l'acide fumarique va se présenter sous forme de dimère, comme on vient de voir tout à l'heure, donc sous forme de dimère, c'est-à-dire là, il est donneur de liaison hydrogène, pardon, là, il est donneur de liaison hydrogène et là, il est accepteur de liaison hydrogène. Donc, chaque molécule de l'acide fumarique va présenter deux liaisons hydrogène et les points de fusion, c'est-à-dire vous passez de l'état liquide, de l'état solide à l'état liquide. Alors, dans ce cas, pour passer à l'état liquide, il faut casser cette liaison hydrogène. Et dans le cas de l'acide fumarique, pour passer à l'état liquide, c'est-à-dire libérer les deux molécules de l'acide, eh bien, il faut casser deux liaisons hydrogène. Vous voyez? Donc ici, vous avez une liaison hydrogène et là, vous avez deux liaisons hydrogène. Donc, dans le cas de l'acide fumarique, il faut fournir beaucoup plus d'énergie pour casser ces deux liaisons, d'où la température d'ébullition de l'acide fumarique est beaucoup plus élevée. Bien. Alors, puisque on parle des acides organiques, alors on va voir pourquoi c'est composé en un caractère acide. Donc, acidité. Donc, si vous prenez l'acide, vous avez le groupement CO et le groupement OH. Alors, le groupement CO, il est attracteur par effet inductif et par effet mésomère. Pourquoi? Parce que si vous écrivez la forme limite du groupement CO, c'est quoi? C'est C+, au moins. Donc là, vous avez un C+, c'est-à-dire un site qui est attracteur d'électrons. Dans la liaison OH, vous avez l'oxygène qui est plus électronégatif que l'hydrogène, donc il est attracteur des électrons de la liaison OH. Donc pour cet hydrogène, on va voir l'association de l'effet du carbonyle, de l'effet attracteur du carbonyle, et de l'effet attracteur de l'oxygène par l'effet inductif, ce qui fait que cette liaison est très polarisée et les électrons sont très proches de l'oxygène que de l'hydrogène. Donc, cette liaison est facile à casser, donc à la limite, je peux avoir le départ de H+. Alors, le départ de H+, vous donne l'ion carboxylate, RCO au moins. Cet ion carboxylate, vous voyez que je peux écrire des formes limites de résonance. Donc, si je peux écrire des formes limites de résonance, ça veut dire qu'il est stabilisé par résonance. Donc, vous avez deux facteurs qui rendent les acides organiques c'est-à-dire qu'ils peuvent libérer l'ion H+, pour deux raisons. La première raison, c'est l'effet attracteur du CO et de l'oxygène, donc qui va polariser cette liaison au H. Donc vous avez les électrons très attirés vers l'oxygène et le carbonyle. Donc je peux facilement avoir le départ de H sans son électron, c'est-à-dire forme H+, le proton. Et le départ de H+, me donne l'ion carboxylate qui est stabilisé par résonance. Donc, c'est pour cette raison que les acides, que les molécules organiques qui présentent ou bien qui possèdent le groupement carboxylique ont le caractère acide. Alors, on va comparer l'acidité
de l'acide acétique, l'acide chloroacétique, dichloroacétique et trichloroacétique. Alors là, on donne les valeurs de pKa. Alors, plus le Ka est grand, plus l'acide est fort, ou bien plus l'acide est fort, plus le pKa est faible. C'est-à-dire, parce que le pKa, c'est l'inverse de Ka. Alors, qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez que plus vous mettez d'atomes de chlore, plus l'acidité augmente. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, on avait dit que les acides organiques CO2H peuvent libérer le H+, parce que vous avez ici l'oxygène qui est attracteur, vous avez aussi le carbonyle qui est attracteur. Alors si dans le groupement R, vous mettez un groupement attracteur, qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, vous augmentez cette attraction des électrons vers le groupement carboxylique, ce qui fait que vous augmentez l'acidité. Donc, si vous mettez un groupement R qui est attracteur, il va aider le groupement CO2 à attirer vers lui les électrons de la liaison H. Par contre, si vous mettez ici un groupement donneur, eh bien, il va aider cet hydrogène à rester fixé à l'oxygène. Pourquoi? Parce que le groupement R, s'il est donneur, il va donner par l'effet inductif un peu de sa densité au carbonyle qui va entraîner une diminution d'attraction des électrons de la liaison OH. Donc, d'une façon générale, si vous mettez un groupement attracteur, vous augmentez l'acidité. Si vous mettez un groupement donneur par effet inductif, ou bien par effet attracteur, par effet donneur mésomère, eh bien, il va diminuer cette acidité. Donc, R attracteur, vous augmentez l'acidité. R donneur, vous diminuez l'acidité. Donc là, le groupement R, c'est CH3, c'est un groupement donneur, donc l'acidité est faible. Plus vous augmentez le caractère attracteur de R en ajoutant des atomes de chlore, des atomes d'halogène, c'est-à-dire des atomes attracteurs par effet inductif, eh bien, vous diminuez l'acidité. Vous voyez, vous passez de 4,75 à 0,52. Donc, on met en relation la force des acides avec la fragilisation de la liaison OH due à l'effet inductif moins I exercé par les atomes de chlore. Alors, d'une façon générale, si vous mettez un groupement donneur par effet inductif ou bien par effet mésomère, l'acidité diminue. Si vous mettez des groupements attracteurs par effet inductif ou bien par effet mésomère attracteur, alors vous augmentez l'acidité. Alors maintenant, comment je peux préparer les acides? Alors, en utilisant un organomagnésiien, RMGX. Alors, RMGX, je l'obtiens comment? Donc, on a déjà vu cette réaction. Donc, vous prenez un composé halogéné, vous ajoutez le magnésium, vous formez l'organomagnésiien, RMGX. Alors, je rappelle, un organomagnésiien, c'est-à-dire que c'est un composé organique dans lequel vous formez une liaison carbone-métal. Donc, dans ce cas, c'est carbone-magnésium. Une propriété très importante, c'est si vous prenez Rx, X est attracteur par effet inductif, donc la répartition de la densité électronique, c'est
delta plus, delta moins. Mais quand vous formez l'organomagnésiens, RMGX, vous inversez cette polarisation du fait que vous avez ici le métal qui est donneur et vous inversez la polarisation de la liaison RX. Donc, une fois que je forme l'organomagnésiens, je le traite par le dioxyde de carbone. Alors, le dioxyde de carbone, vous avez la forme CO. Si vous écrivez la forme limite de CO, ça va donner C plus au moins. Donc, la répartition, c'est delta plus sur le carbone, delta moins. Et là, c'est l'inverse, R delta moins, delta plus. Donc, le R qui, dans le composé halogéné, était électrophile, il devient nucléophile. Donc, le R devient nucléophile et il peut attaquer le carbone. Donc, vous aurez quoi? Formation de la liaison R, ouverture, donc R, CO et au moins. Bien sûr, vous équilibrez la charge avec MgX+. Et après, vous faites l'hydrolyse, ce qui vous donne l'acide. Donc, je peux préparer l'acide par réaction d'un organomagnésiens avec le dioxyde de carbone. Et là, vous avez le mécanisme. Une autre réaction qu'on a vue dans la série 2, le composé halogéné, vous le traitez par le cyanure de sodium. Donc là, θ, delta plus, delta moins. Et là, c'est delta plus, delta moins. Donc vous aurez NaX et RCN. Et après, vous faites l'hydrolyse au milieu acide, vous donne l'acide. Alors, d'une façon générale, les dérivés d'acide, comme ici les nitriles, leur hydrolyse donne l'acide. Bon, on verra ceci dans la suite de ce chapitre. Alors, cette réaction, on l'a déjà vue. Les alcools, l'oxydation des alcools conduit à l'acide, que ce soit, attention, il faut que l'alcool soit primaire. Alors, pourquoi? Parce que, en réalité, l'alcool primaire, par oxydation, il vous donne l'aldéhyde, et c'est l'aldéhyde qui est oxydé en acide. Alors que l'oxydation d'un alcool secondaire vous donne une cétone, et les cétones ne sont pas oxydés en acide. C'est ce qu'on a déjà vu dans le dernier paragraphe du chapitre 2, les cétones et les aldéhydes. Alors, d'une façon générale, si vous avez un composé aromatique, donc AR, ça veut dire un cycle aromatique. Alors, si vous attachez un groupement alkyle au cycle aromatique, eh bien, l'oxydation transforme ce groupement alkyle en groupement carboxylique. Donc là, vous avez quelques réactions de synthèse des acides. Bon, on verra dans ce chapitre d'autres réactions. Alors, la réactivité des acides et de leurs dérivés. Donc, j'ai les acides, RCOH, les acides, et cet acide, quand il libère le H+, ça devient quoi? Ça devient RCO au moins, c'est-à-dire c'est la base conjuguée de l'acide. On l'appelle l'ion carboxylate. Donc vous avez l'acide et sa base conjuguée, l'ion carboxylate, qui est un dérivé de l'acide, c'est-à-dire il provient de l'acide. On a aussi les halogénures d'acyle. X est un halogène. On a les anhydrides, RCO, OCO,
R'. On a les cétanes, les esters, les amides, RCO, N, R1, R2, et on a les nitriles. Alors là, j'ai classé les dérivés d'acide par ordre de réactivité décroissante. C'est-à-dire, si vous prenez l'halogénaire d'acide, il est moins réactif que l'acide. Les anhydrides, moins réactifs que les acides, et ainsi de suite. Alors, comment vont réagir ces acides et leurs dérivés? En examinant, par exemple, une molécule d'acide. Alors, molécule d'acide, par exemple, j'ai RCH, COOH. Alors, cette position, comme on a vu dans le cas des cétones et des aldéhydes, on avait dit que les hydrogènes qui sont position alpha du groupement carbonyle ont un caractère acide. Donc, ici, si vous avez le groupement carboxylique, eh bien, de la même façon, les hydrogènes qui sont en alpha du groupement carboxylique ont un caractère acide. Pourquoi? Parce que ici, vous avez un groupement qui est attracteur. Donc, il va attirer vers lui les électrons de la liaison CH et cette liaison devient polarisée, donc delta moins, delta plus. Donc, je peux avoir le départ de cet hydrogène. Et de plus, le départ de cet hydrogène va me donner ici un carbanion qui est conjugué, donc il est stable. Donc, première propriété, c'est les hydrogènes qui sont en position alpha du groupement carboxylique ont un caractère acide. Alors, si vous prenez le groupement CO, alors si par exemple vous écrivez une forme limite, ça vous donne C plus au moins. Donc C plus, ça veut dire que vous avez ici un site électrophile. Site électrophile, ça veut dire qu'il peut subir l'attaque des nucléophiles. Alors C plus au moins, donc au moins, c'est un site qui est riche en densité électronique. Ça veut dire que cet site peut accepter des électrophiles. Par exemple, le proton. Proton H+, pour faire la réaction de protonation. Et n'oubliez pas qu'on parle de groupement acide. Ça veut dire que vous avez l'hydrogène qui est acide. Donc, vous avez combien de sites de réaction? Vous avez 1, 2, 3 et 4. Donc, 4 sites réactifs. Alors, les dérivés d'acide, R, CH, COX. Alors, le X, par exemple, au R, c'est-à-dire ester, XNR2, ça veut dire amide. OCOR, ça veut dire anhydride. Ou bien un halogène, ça veut dire halogénure d'acide. Donc, de la même façon, là, vous avez un groupement attracteur. Donc, les hydrogènes en alpha ont un caractère acide. Et là, la forme C plus au moins. Donc, vous avez ici un carbone électrophile. Au moins, ça veut dire que vous avez un site nucléophile qui peut fixer un électrophile, par exemple, un proton H+, et donner réaction de protonation. Et enfin, les nitriles. Alors, les nitriles, de la même façon, vous avez un groupement. Le groupement nitrile est un groupement
attracteur. Donc, cet hydrogène alpha, il a caractère acide. Et vous pouvez écrire la forme limite du groupement nitrile. Ça vous donne R, C+, N-, parce que l'azote est plus électronégatif. Donc, C+, N-, ça veut dire quoi? Que le carbone est un site électrophile qui peut accepter des nucléophiles. Et l'azote N-, c'est un site nucléophile qui peut fixer des électrophiles, par exemple, dans une réaction de protonation, quand vous ajoutez le proton H+. Alors là, il faut retenir une chose, c'est que quand j'écris la forme limite du groupement nitrite de cette forme, R, C+, N-, ça vous rappelle la forme limite des groupements carbonyles. C'est comme si vous avez CO. Dans CO, vous avez quoi? Un plus et un moins. Donc, les nitriles vont avoir des réactions proches des groupements carbonyles. Bien. Alors, on va voir ici une autre réaction qui est très connue, c'est l'estérification. Alors, troisièmement, formation des dérivés d'acide. Alors, on a vu comment je peux préparer les acides. Maintenant, les dérivés d'acide. Alors, réaction d'estérification. C'est quoi une réaction d'estérification? Une réaction d'estérification, je crois que vous l'avez déjà fait en TP. La réaction d'estérification, c'est la réaction entre un acide et un alcool. Ça vous donne quoi? Ça vous donne ester plus eau. Alors, cette réaction, elle est équilibrée. Elle n'est pas totale. C'est-à-dire que vous aurez toujours dans le milieu l'acide, l'alcool, l'ester et l'eau. Mais si vous voulez préparer l'ester, il faut rendre cette réaction totale, c'est-à-dire la déplacer uniquement dans ce sens, c'est-à-dire la déplacer à droite. Alors pour la déplacer à droite, il faut, par exemple, utiliser un excès de l'eau. Alors, si vous utilisez un excès de l'eau, qu'est-ce qui va se passer? Vous aurez l'inverse, c'est-à-dire vous aurez l'hydrolyse. Pourquoi? Parce que là, vous augmentez la quantité de l'eau, alors cette quantité doit être consommée, donc elle va se déplacer dans ce sens. Et ainsi de suite. Donc, pour la déplacer dans ce sens, la méthode la plus simple, c'est quoi? C'est d'utiliser un excès de l'acide ou bien un excès d'alcool. Si vous avez un excès d'acide ou d'alcool, la réaction va se faire dans le sens de consommer cet excès et vous aurez uniquement la réaction dans ce sens, c'est-à-dire la réaction d'estérification. Ou bien, l'eau qui va se former, qu'est-ce qu'on va le faire? On va l'éliminer, on va l'enlever. Alors, si vous éliminez l'eau, la réaction va se faire dans le sens où elle va remplacer cette eau qu'on a perdue. Donc, la réaction devient, dans ce cas, totale. Donc, la réaction d'estérification, c'est une réaction équilibrée, c'est-à-dire vous avez la réaction qui se fait dans les deux sens, soit estérification, soit hydrolyse. Alors, pour déplacer la réaction dans le sens, par exemple, la synthèse de l'ester, il y a deux façons. Soit vous utilisez un excès de l'acide ou bien un excès d'alcool, comme vous avez fait en TP, ou bien vous éliminez, vous enlevez l'eau qui se forme pour que la réaction se déplace dans ce sens pour récupérer l'eau déplacée. Alors, la réaction est catalysée par un acide. Alors, il faut utiliser un catalyseur, l'acide, pour cette réaction. Donc, on utilise
Un catalyseur, c'est pour accélérer la réaction. Et je rappelle, catalyseur, ça veut dire que vous l'utilisez au départ de la réaction et il faut le récupérer à la fin de la réaction. C'est-à-dire que il n'y a pas de perte de catalyseur. Il intervient dans le mécanisme, mais il n'y a pas de perte de catalyseur. Donc, c'est ce qu'on appelle un catalyseur. Donc, la réaction est catalysée par l'acide. Donc, j'ai l'acide organique et j'ajoute un acide, par exemple l'acide sulfurique. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit du groupement CO? On avait dit que ce site est un site électrophile et ce site est un site nucléophile. Donc, il va capter le H+, et vous aurez, donc, capter le H+, et à la limite, vous aurez quoi? Un C+, OH. Alors, pourquoi vous faites cette réaction d'acidification? Pour augmenter le caractère électrophile du carbone. Donc là, le O+, va attirer vers lui les électrons pi et le caractère électrophile du carbone va être augmenté. Alors, vous augmentez le caractère électrophile pour rendre cette attaque nucléophile de l'alcool plus facile. Donc, première étape, addition d'un acide minéral, par exemple l'acide sulfurique, vous augmentez, vous protonnez l'oxygène et vous augmentez le caractère électrophile du carbone. L'alcool va intervenir par son doublet libre comme nucléophile. Alors là, vous formez la liaison carbone-oxygène. Voilà, carbone-oxygène. Et l'oxygène va prendre le doublet pi, donc OH, et apparition de la charge positive au niveau de l'oxygène de l'alcool. Alors, on va avoir un échange protonique, c'est-à-dire que cet hydrogène, puisque si vous avez un O+, l'oxygène va libérer cet hydrogène qui va être capté par le groupement hydroxyle. Et vous formez quoi? Vous formez l'eau. OH2+. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit de l'eau? On avait dit que c'est un bon groupe partant. Mais puisque c'est un bon groupe partant, il faut l'aider à partir. Alors, qui va l'aider à partir? C'est l'oxygène qui va donner son doublet libre au carbone, va donner son doublet libre de la charge positive et le départ de H2O. Donc là, vous avez un CO plus H et moins de H+, vous aurez ici le CO. Alors, qu'est-ce que vous constatez? Là, vous avez utilisé l'acide minéral et là, vous récupérez l'acide minéral. Donc, c'est une réaction qui est catalysée par l'acide. Alors, une autre méthode pour la synthèse des esters, alors c'est la réaction de l'ion carboxylate avec un halogénure d'alkyle. Alors, d'où provient l'ion carboxylate? J'ai l'acide acétique avec NaOH. Donc, l'acide acétique, c'est un acide. NaOH est une base. Donc là, je vais avoir quoi? Une réaction acido-basique. Donc, Na plus OH moins. Le OH moins avec le H+, il va former H2O. Et là, vous aurez l'ion carboxylate, c'est-à-dire l'acétate de sodium. Vous ajoutez l'halogénure d'alkyle. Alors là, la répartition, c'est quoi? Delta plus, delta moins, du fait que vous avez ici l'halogène. Donc là, vous avez un site électrophile, au moins est un site nucléophile, donc l'oxygène, par son doublet libre,
par sa charge négative, va attaquer le site électrophile et vous aurez la formation de la liaison oxygène-carbone et formation de l'ester. Alors, comment je peux préparer les halogénures d'acide? Eh bien, en utilisant des agents halogénants. On a déjà vu les agents halogénants dans le chapitre précédent. Donc, l'acide avec le chlorure de thionyle, donc vous aurez RCOCl, c'est-à-dire un halogénure d'acide, c'est-à-dire un chlorure d'acide, ou bien avec le pentachloro de phosphore, vous aurez le chlorure d'acide. Donc la réaction d'halogénation normale, comme on a vu, en utilisant des agents halogénants, à savoir le chlorure de thionyle ou bien le pentachlorure de phosphore. Les anhydrides. Alors les anhydrides, si vous prenez deux molécules d'acide, RCOOH, RCOH. Alors, si vous éliminez cette molécule d'eau, qu'est-ce que vous aurez? Vous aurez RCO, OCO, c'est-à-dire vous aurez un anhydride. Donc, si vous prenez deux molécules d'acide et vous éliminez une molécule d'eau, vous aurez l'anhydride. Alors, comment on va éliminer cette molécule d'eau? En utilisant un déshydratant. Alors, hydrater, c'est ajouter l'eau. Déshydrater, c'est enlever l'eau. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser comme agent déshydratant? C'est le P2O5, c'est-à-dire le pentoxyde de phosphore. Une autre méthode de synthèse une autre méthode de synthèse des anhydrides, c'est quoi? C'est de faire réagir un ion carboxylate sur un chlorure d'acide. Donc là, vous avez l'ion carboxylate, par exemple l'acétate, l'ion acétate, par exemple acétate de sodium si vous voulez, et on va le faire réagir sur un chlorure d'acide. Donc là, vous avez un site nucléophile. Le carbonyle, le carbone du carbonyle est un site électrophile. Donc vous aurez la formation de liaison oxygène-carbone avec ouverture de la double liaison O. Oxygène-carbone. Et le C au moins, donc au moins. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit des halogènes? Les halogènes, on avait dit que ce sont des bons groupes partants, mais il faut l'aider. Alors, on va l'aider comment? Par l'oxygène qui va donner son doublet libre de plus au carbone. Donc, formation d'une double liaison avec le départ du chlore et ça vous donne l'anhydride correspondant. Alors, on va terminer ce vidéo par la synthèse des amides. Alors, la synthèse des amides par réaction d'un acide et d'une amine. Les amines ont un caractère basique et les acides carboxyliques ont un caractère acide. Donc l'acide va libérer le H+, et l'amine, par son doublet libre, va capter ce H+, donc vous aurez quoi?
RCO au moins, parce qu'il a libéré le H+, et l'amine va fixer le proton libéré, d'où la charge positive RNH3. Et on chauffe pour évaporer l'eau, et il vous reste l'amide. Voilà, donc on va s'arrêter et on fera la suite, Inch'Allah, très prochainement. Donc, bon courage et à la prochaine vidéo. Donc, je rappelle, c'est le chapitre des acides carboxyliques, c'est le dernier chapitre qu'on va traiter. Donc, on va traiter, ou bien on a déjà traité le chapitre des amides, des cétones et des aldéhydes, et maintenant, on est en train de traiter le dernier chapitre, les acides carboxyliques. Alors, je vous conseille de commencer la préparation de l'examen. Et la première chose qu'il faut faire, c'est de bien comprendre le cours et les aider. Alors, pour vous aider, je vais mettre dans le site les examens que j'ai déjà proposés au cours des années précédentes. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer à mon email que j'ai déjà donné. Donc, bon courage et il faut penser maintenant à préparer vos examens. Voilà. Wallahi,